On va prendre quelques questions. Oui, moi c'est plutôt, à partir de ce que je connais de l'actualité que je peux suivre depuis maintenant une quarantaine d'années peut-être, quelques réflexions. Monsieur Schex nous a rappelé utilement, je crois, ce principe qui sème le vent, récolte la tempête. Moi j'ai le souvenir de comment les États-Unis ont agi pour armer une opposition à l'intervention soviétique en Afghanistan, et on sait la suite que ça a eu jusqu'à aujourd'hui, et après l'intervention internationale, je crois me rappeler sous l'égide de l'ONU, ou aujourd'hui, donc 20 ans après les attentats du 11 septembre, et aujourd'hui, les talibans sont des interlocuteurs valables. Premier point. Deuxième point, la personne qui vient d'intervenir nous a rappelé donc les propos du frère de Mohamed Merah, je crois, disant en substance « vive la mort ». Bien. Il y a un régime qui a duré pendant plusieurs décades, très proche de la France, dont un général bien connu a crié « Viva la muerte ». C'était le mot d'ordre de ce régime, qui n'était pas un régime mis au banc de l'humanité. Donc je crois qu'il faut avoir conscience que la mort nous travaille tous, le désir de mort aussi. Et Freud, je crois bien, a su le faire savoir. Et dernier point que je voudrais dire, j'ai entendu que M. Guénaud disait cette haine que portent ces individus potentiellement ou réellement. Cette haine est un danger mortel pour nous, pour notre civilisation, pour notre communauté qu'on doit défendre, c'est juste. Et elle est inédite dans notre histoire. Moi, j'ai envie de rappeler quand même, je pense que, alors donc ça serait un germe de guerre civile, je pense quand même qu'on a connu les guerres de religion et on a connu un roi qui a su signer l'édit de Nantes et apaiser au moins jusqu'à Louis XIV, au moins, disons, les haines inextinguibles a priori qui étaient portées à l'époque. Merci. Oui, puisque vous avez le micro. Oui. Bonjour à tout le monde. D'abord, merci pour cette organisation. Je ne vais pas être plus long. Je suis d'origine afghane. Ça fait des années que je combats au sein de plusieurs associations et organisations pour la paix. Moi, ma question, ce serait plutôt portée sur le fait que, juste une petite introduction, à l'époque des talibans et avant, il y avait la formation des djihadistes qui ont été envoyés de l'Afghanistan un peu partout et c'était devenu un territoire de formation des djihadistes. La question se posait que si les talibans étaient bons, pourquoi on les a chassés? Et s'ils étaient mauvais, pourquoi on les ramène? Et le fait de les ramener, ce serait peut-être l'objet aussi de l'organisation d'un autre colloque de votre part, dire le retour des talibans et les conséquences géopolitiques dans la région. Est-ce que cela ne pourrait pas, les mêmes causes ne pourraient pas engendrer les mêmes effets et les conséquences négatives que nous avons suivies pendant des années? Merci. Merci à vous. Ça me fait penser aux mémoires de Madeleine Albright, les talibans. Elle avait dit, tu t'en souviens, cher ami, il faut qu'on apprenne à discuter avec les talibans modérés. Adam? Je crois que deux observations. Je voudrais revenir sur la haine dont a parlé M. Guénaud, et je crois que c'est un point clé. Je crois qu'on doit penser la haine aussi avec la notion d'identité. C'est-à-dire que ce sont aussi des personnes à qui on propose une identité alternative parce que l'identité citoyenne, l'identité française, l'identité occidentale, ils ne se retrouvent pas. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je voudrais venir à la proposition de Maître Maktouf, c'est-à-dire un tribunal international thématique. Je crois qu'il serait grand temps de s'en préoccuper. La question, c'est qui, comment, pour y parvenir. Parce qu'on sait très bien que la communauté internationale est très loin d'être d'accord, même la communauté européenne. Et qui peut impulser ça? Et je voudrais savoir, donnez-nous une lueur d'espoir. Est-ce qu'il y a un embryon, quelque part, pour mettre en œuvre ce projet qui me semble vital? Merci. Le monsieur que j'ai vu tout à l'heure. Le lien avec M. Adam. Oui. Par rapport à ce qui a été dit par Maître, il y a eu déjà des initiatives politiques qui ont été prises en France en ce qui concerne la création éventuellement, enfin une tentative de création de justice internationale.
C'est le Sénat français qui a voté le 22 janvier 2019 une résolution qui s'appelle la résolution dite numéro 49, à l'initiative du sénateur Jean-Marie Bockel, résolution dite européenne pour la création d'un régime de transition de justice internationale en Irak. A priori, il n'a pas été suivi des faits. Connaissez-vous cette tentative? Merci. Voilà. A priori, vous la découvrez. Madame, vous passez le micro à la dame qui est juste à côté de vous. Non. Oui, merci. Je voudrais juste rappeler à propos de les ventes d'armes à la Syrie. Déjà, il n'y a pas eu qu'un grand trafic d'armes. Il y a dès le début, avec cette armée libre, c'était surtout un pillage organisé pour envoyer toutes les richesses de la Syrie vers la Turquie. Et ça, avec les frontières qui étaient ouvertes. Donc, il ne faut pas oublier le pillage de la population syrienne. Ensuite, à propos des tonnes de munitions que d'ailleurs l'armée syrienne retrouve chaque jour, ont été déversées sur ce pays, et ça nous fait penser à ce qui se passait en Libye, où des tonnes d'armes sont retrouvées et sont tombées maintenant au nom des différentes bandes. Mais en plus, à propos de la complicité de la France, je vous ferai remarquer que dans quelques temps, il va y avoir le procès Lafarge, et que la France est bien impliquée dans cette histoire de procès. À propos du rôle de l'Arabie saoudite... Si vous pouvez, madame, oui, une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'Arabie saoudite, je voulais juste parler de l'importance des tribus et des tribus saoudiennes dans les chamars. Mais alors juste, moi, j'ai pas compris pour justement... là, je vais passer tout de suite aux enfants. Moi, je suis d'accord pour que les enfants, leurs mères et tous ces djihadistes soient emmenés en France. Pourquoi? Parce que moi, je respecte la justice irakienne. Je pense pas qu'elle soit... Mais comment elle peut prendre en charge... Ces procès peuvent être très longs. Comment ces deux pays, la Syrie et l'Irak, qui sont ruinés, pourront prendre en charge et ces procès et garder, si on est contre la condamnation à mort, comment elle va pouvoir garder tous ces gens pendant des années? Je vous remercie. Pour les enfants, je suis d'accord, mais les mères des enfants, vous n'en avez pas parlé. Il y a plein d'enfants qui ont les mères djihadistes qui sont encore à El Hol. Merci, madame. Voulez-vous passer le micro derrière vous, juste derrière, parce que c'est pratique, et ça sera l'avant-dernière question. Merci. Rapidement, s'il vous plaît. Je ne peux pas m'empêcher d'abord de vous remercier, professeur Haddad, pour ces colloques qui nous manquent, qui nous ont manqué, qui sont toujours précieux. Je voudrais également remercier Maître Maktouf, malgré son deuil malheureux, pour cette présentation extraordinaire. Je suis pour les mères et pour les enfants, de par mon expérience et mes compétences. Il faudrait, comme a dit Maître Maktouf, que les rapatriés soient pris en charge et encadrés pour sauver l'avenir et diminuer la haine. Merci. Merci. Dernière question, Madame Maha Chalabi, notre très chère amie, que je remercie d'être là, et j'en profite pour remercier Dr Selm Glaoui, le Pacha de Marrakech. C'est son titre réel, hein, ce n'est pas une blague. Je le remercie, merci, cher ami. Et je remercie aussi mon très cher ami Patrick Wajman, patron de Politique Internationale, de s'être déplacé. Je sais qu'il ne sort pratiquement jamais le week-end. Maha. Merci à vous. J'ai une question très simple. Est-ce qu'on connaît réellement le nombre des djihadistes qui seront repatriés? Là dépend du nombre, le traitement qui doit suivre. Alors, et des enfants, des jeunes, des vieux, des combattants et des enfants. Est-ce qu'il y a une statistique réelle et de tous les pays? Je ne parle pas seulement ceux de Syrie, mais même de Nord-Afrique. Demain aussi, il va y avoir des repatriements de Libye, des repatriements un peu de partout. Il y a eu
des djihadistes dans tous les pays arabes, avec le printemps arabe, malheureusement. Alors donc, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Merci, Maha. Tenez. La parole à qui voudrait la prendre? Pardon. Je voudrais juste répondre sur la haine. Je n'ai évidemment pas dit que c'était la première fois dans l'histoire que nous étions confrontés à une haine inextinguible. Mais vous avez pris l'exemple des guerres de religion. Dans les guerres de religion, aucun des deux camps ne haïssait son pays. Aucun. Ça nous a donné la plus grande catastrophe avant la Première Guerre mondiale d'Europe, c'est-à-dire la guerre de 30 ans. Mais personne ne haïssait son pays. C'était vraiment une guerre de religion à l'intérieur d'un même pays, d'une même civilisation, et même à l'intérieur du christianisme, d'ailleurs. Voilà, nos guerres de religion n'ont absolument pas ressemblé à ce que pourrait être la guerre de religion entre l'islam et l'Occident. Ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, je me souviens avoir un jour glissé dans le discours d'un président de la République cette phrase pendant les dragonnades de Louis XIV et les persécutions dans les Cévennes. On avait enfermé les femmes protestantes dans la tour de Constance à Aigues-Mortes. Et sur la margelle du puits, elles n'ont pas écrit « Je hais la France ». Elles ont juste écrit « Résistant ». Résister. Voilà. C'est deux choses différentes. Allez voir les murs sur lesquels écrivent ceux qui ont été tentés par Daesh ou qui seront un jour tentés par quelque chose de ce genre. Ils écrivent qu'ils haïssent la France. Et c'est cette haine-là qui est, pour nous, sans précédent dans notre propre histoire. Et c'est celle-là que nous allons devoir gérer. Croyez-moi, il ne faudrait pas la prendre à la légère. Monsieur Akrof, vous souhaitez prendre la parole, Monsieur Poisson? Oui, alors pour les chiffres, concernant les Français, les autres, je ne les ai pas, je ne peux même pas vous dire à peu près. On parle de 200, avec famille comprise. Voilà, c'est un peu les chiffres qu'on a. Je parle de ceux qui sont identifiés ou par le camp du pays qui a repris le terrain et en lien avec les autorités françaises qui les ciblent ou qui savent, qui connaissent leur présence. Oui, juste pour compléter la réponse de M. Akrouf, il faut rappeler qu'il n'y a aucune relation diplomatique entre la Syrie et d'autres pays, notamment la France. Donc ce qui est connu, c'est approximatif. Mais oui, c'est vrai, c'est très important. Je voulais le rappeler, le chiffre est à peu près de 200, ce qui est pratiquement rien pour une grande démocratie comme la France, pour gérer des personnes qui ont tourné le dos et qui doivent être condamnées et jugées. Pour répondre à une question qui a été posée par une personne concernant la prise en charge par les Irakiens de ces personnes jugées et condamnées. Il faut rappeler, vous avez bien fait, madame, de le dire, parce que c'est vraiment une préoccupation majeure, puisque aujourd'hui, ce que réclame l'Irak aux Européens, à l'ensemble des pays européens dont les ressortissants sont en prison, c'est des sommes extrêmement importantes. Je crois que ce qui a été avancé par la presse, c'est 2 millions de dollars. Dans le dossier du Figaro, voilà. 2 millions par individu. Par individu, parce qu'il faut créer des prisons, parce qu'il ne suffit pas de les juger, si tant est que l'Irak, pour certains, est compétente territorialement pour les juger. Il faut une prise en charge pour permettre donc l'incarcération. Et juste pour finir, pour vous donner l'impact de tout cela, il y a un nom d'un djihadiste français qui a été rapatrié grâce au travail des services de renseignement. Il s'appelle Peter Sherif. C'est quelqu'un qui a été jugé et condamné en Irak pour 15 ans de prison pour avoir tué, exécuté sommairement des otages et commis les pires des crimes. Il s'est enfui de la prison
ce qui lui a permis de se retrouver en Somalie, de préparer une brigade d'enfants qui ont été envoyés en Libye et ailleurs. Et c'est grâce au travail de nos services de renseignement que depuis 1 an seulement, il a été retrouvé et rapatrié de Somalie. Il se trouve actuellement dans nos prisons. C'est pour vous dire, oui, la justice irakienne peut-être... étant un pays en voie de développement, en train d'acquérir son indépendance judiciaire et d'être un pays de droit, mais pour autant, il faut matériellement que l'Irak, si tant est qu'elle soit à même de les juger, il faut les emprisonner. Autrement, c'est du bakchi, c'est des contreparties, c'est des négociations qui se font dans ces prisons-là. Peter Sherif est le meilleur exemple. Il est dans nos prisons. Allez lire les PV de Peter Sherif. Il s'est enfui, il a négocié sa sortie. Il a négocié sa sortie de prison. Peter Sherif, lisez, tapez son nom et voyez qui est Peter Sherif. On a peur quand on voit que Peter Sherif a pu sortir. Il devait être en Irak. Il a peut-être été très bien jugé dans le cadre d'un procès équitable, mais il s'est sauvé de prison. Merci, maître. Nous allons prendre la... Merci. Merci pour... Ah, oui. Je voudrais juste répondre au monsieur et à la dame par rapport à... Rapidement. Je fais bref. Votre analogie avec l'opération de la CIA et de ses alliés saoudiens et pakistanais en Afghanistan dans les années 80 et ce qui s'est passé en Syrie est tout à fait pertinente. Alors, il y a des différences, hein, mais on a en arrière-plan la Russie, parce que dans les années 80, c'était le combat contre les soviétiques en Afghanistan. Et là, pour le coup... c'était exclure la Russie, notamment de ses bases. Enfin, l'un des buts des Américains était d'exclure la Russie de ses bases stratégiques qui lui donnaient un accès à la Méditerranée. C'est tout à fait pertinent. Il y a une nuance de taille, c'est que les missiles antiaériens Stinger dans les années 80 sont devenus les missiles TOW, des missiles anti-chars, pendant la guerre en Syrie. Mais le schéma était donc très pertinente analogie. Et d'ailleurs, des djihadistes ont été redéployés un peu partout, en Bosnie, etc., ensuite, à la suite de ce conflit. Pour répondre brièvement à madame, par rapport au fait que j'ai insisté dans mon intervention sur les livraisons d'armes, j'ai vraiment insisté là-dessus parce qu'elles sont massives. Elles sont à des volumes peut-être rarement observés. On compte moi, j'ai pu recenser des dizaines, je n'ai pas les chiffres précis, mais des dizaines de milliers de tonnes d'armes et des millions de munitions et des milliards de fonds d'ailleurs, hein, d'argent. On n'a pas de chiffres précis encore, mais à mon avis, le jour où dans 5 ou 10 ans, les documents, enfin les documents de la CIA et de ses alliés seront déclassifiés, je pense qu'on aura des surprises, parce que le volume d'armes est absolument gigantesque. Donc, ce qu'ont fait la CIA et ses alliés en Syrie, ça a été l'équivalent de... Il y avait un incendie qui aurait pu être restreint, et on a lancé, à travers ces livraisons d'armes, des tonnes et des tonnes et des tonnes de feu de l'huile sur le feu. Donc, d'ailleurs, je précise... Mon livre est consultable, voire en vente à l'entrée, si ça vous intéresse, parce qu'évidemment, en un quart d'heure, je n'ai pas eu le temps de le résumer, mais j'ai beaucoup plus d'arguments, et pas que sur les ventes d'armes, par rapport à ce conflit en Syrie, ce que j'ai appelé, c'est le titre de mon livre, La guerre de l'ombre en Syrie. Voilà, merci Maxime. Madame, je vous promets, monsieur, de vous donner la parole après la pause, n'est-ce pas? Alors, moi, je voudrais juste dire un mot, parce que Maha, je crois que tu voulais aussi savoir le nombre de djihadistes qui sont partis en général, hein, c'est ça, parce que moi, c'est ce que j'ai compris, y compris ceux qui sont morts. Pour les Français, si mes chiffres sont bons, en France, on parle de 1500. J'ai rencontré en avril à Moscou le ministre de la Défense syrien, qui est un ami, vous voyez, je me dévoile, qui m'a dit que pour les Français, il y avait pratiquement 3000. Pratiquement. Pour les Tunisiens, c'est mon pays, n'est-ce pas? Premier pays exportateur de main-d'œuvre islamo-terroriste européen, la France. Premier pays exportateur de main-d'œuvre islamo-terroriste dans le monde arabe, c'est la Tunisie. Selon Mahmoud Chawa, les Tunisiens sont 9000, pas 7000, et il m'a dit c'est les plus barbares, les plus sauvages. Je ne reconnaissais ni mon pays, ni mes ex-compatriotes, le pays de Bourguiba. On lève la séance, s'il vous plaît. Revenez tout à l'heure, parce que nous aurons, monsieur le député Claude Goesgen, qui va nous faire une communication qui ressemble à ses nombreuses interventions à la télé. Il a été lucide et visionnaire dès le départ.